J'ai 83 ans et je vais te dire quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise quand j'étais encore occupée à essayer d'avoir l'air bien. Tu t'épuises à te soucier de choses qui n'auront plus d'importance pour toi dans 10 ans. Je ne devine pas. Je ne dramatise pas. Je te dis ce que je sais après avoir vécu assez longtemps pour voir des chapitres entiers de la vie se fermer sans avertissement. Et regarde, je sais que certains d'entre vous pensent Laura Grace, facile à dire, tu es déjà de l'autre côté. Mais je ne suis de l'autre côté de rien, je suis encore dedans. Je suis encore seule dans ma maison, je suis encore veuve, je gère encore un corps qui peut me surprendre des pires façons. Je gère encore des enfants adultes qui parfois me traitent comme un problème têtu plutôt que comme une personne. Je suis juste assez vieille maintenant pour voir ce qui vaut mon énergie et ce qui est un piège. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose avant que je continue. Je ne te dis pas d'arrêter de te soucier de tout. Je te dis d'arrêter de laisser ton calme se vider sur les mauvaises choses. Parce que j'ai fait ça pendant des décennies. J'ai passé mes meilleures années anxieuses, offensée, à trop expliquer, à essayer de suivre, à essayer d'être bien, à essayer d'être comprise. Et puis un jour, j'étais sur le sol de mon salon pendant 11 heures après une chute, et aucun de ce souci ne m'a aidé. Rien de tout ça ne m'a sauvée. Rien de tout ça ne m'a réconfortée. Alors je vais te dire 7 choses dont j'ai arrêté de me soucier. Je vais les dire clairement, et je garde pour la fin celle qui m'a coûté le plus à apprendre. Fais attention, parce que la dernière est celle que la plupart d'entre nous ont terriblement peur d'admettre. La première chose dont j'ai arrêté de me soucier, c'est d'avoir raison. Honnêtement, celle-ci a été difficile pour moi. J'ai grandi à une époque où les femmes devaient être correctes juste pour être prises à moitié au sérieux. Si j'avais des faits, je me sentais obligée de les exposer. Si quelqu'un me comprenait mal, je revenais dessus. Si quelqu'un faisait une mauvaise supposition, je la corrigeais. Je pensais que je protégeais la vérité. Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est qu'avoir raison peut devenir une façon de contrôler la pièce. Ça peut devenir une façon d'apaiser sa propre anxiété. Ça peut devenir une façon d'essayer de prouver que tu comptes encore. Après la mort de Vincent, je suis devenue un peu accro au fait de gagner de petites disputes parce que ça me faisait me sentir solide. Je me disputais avec David au sujet de la politique. Je me disputais avec Linda au sujet de comment élever ses enfants. Je me disputais sur quel médecin était le meilleur, quelle marque était la plus sûre, quelle méthode était la bonne. Et je partais en me disant « Bien, je leur ai montré ». Puis je m'asseyais seule dans ma cuisine et je me sentais vide. Parce que le coup d'avoir raison, c'est souvent la proximité. Tu gagnes et tu perds la chaleur dans la voix de quelqu'un la prochaine fois qu'il t'appelle. Tu gagnes et tu remarques qu'ils arrêtent de te dire des choses. Tu gagnes et tu réalises que personne ne te fait confiance avec sa vérité en désordre parce qu'ils savent que tu vas la transformer en débat. Je ne dis pas que la vérité n'a pas d'importance, je dis choisis tes batailles. Si je pouvais revenir en arrière, je laisserais mes enfants avoir tort sur beaucoup de petites choses, parce qu'avoir raison ne me tenait pas compagnie la nuit. La deuxième chose dont j'ai arrêté de me soucier, c'est d'être comprise par tout le monde. Laisse-moi expliquer. Il y a eu une époque où je m'expliquais comme si ma vie en dépendait. Si l'un de mes enfants comprenait mal mes intentions, j'écrivais un long message. Si quelqu'un pensait que j'étais égoïste, je me défendais. Si j'entendais un chuchotement disant que j'avais fait quelque chose de bizarre, j'essayais de réparer l'histoire. Et regarde,
Ce genre d'explication ressemble à de la maturité, ça ressemble à de la communication. Mais trop souvent, c'est juste supplier pour avoir la permission d'exister. Je me souviens d'un Thanksgiving après le départ de Vincent, dinde froide, farce sèche, tout le monde sur son téléphone, la télévision trop forte en fond. J'ai fait une petite remarque sur le fait de vouloir rester dans ma maison quoi qu'il arrive. David a soupiré et a dit « Maman, tu ramènes toujours tout à toi ». Mon estomac s'est noué. Je me suis sentie complètement invisible. J'ai passé toute la soirée à essayer de clarifier. Je n'arrêtais pas de dire « ce n'est pas ce que je voulais dire ». Je n'arrêtais pas d'essayer d'adoucir. Je n'arrêtais pas d'essayer de lui faire me voir. Tu n'es pas prêt pour ce qui vient ensuite. Il se fichait de ce que je voulais dire. Il se souciait de ce qu'il avait décidé. Et plus j'expliquais, plus je me sentais petite. Alors j'ai arrêté. J'ai commencé à dire ce que je veux dire une fois. Si quelqu'un le tord, c'est son choix. Les gens qui me connaissent vraiment, Claire, ma voisine Hélène, une vieille amie qui m'a vue pleurer, ces gens-là n'exigent pas un mémoire juridique. La troisième chose dont j'ai arrêté de me soucier, c'est de ce à quoi ressemble mon corps. Pas la santé compte. Je parle de l'apparence. Je parle de l'autopunition, de l'inspection constante de soi que les femmes ont été entraînées à faire comme si c'était notre travail. J'ai passé des années à refuser de porter des robes sans manches parce que je n'aimais pas mes bras. J'ai évité la piscine communautaire parce que je ne voulais pas être vue en maillot de bain. Je regardais dans le miroir et je voyais une liste de défauts avant de voir une personne. Et maintenant, à 83 ans, je veux attraper cette version plus jeune de moi et la secouer. Pas cruellement, juste fermement, parce que je ne réalisais pas quel cadeau c'était d'avoir un corps qui pouvait bouger. Après ma chute, tout a changé. Cette nuit-là, sur le sol, la dernière chose dont je me souciais, c'était de savoir si mes cuisses avaient l'air d'une certaine façon. Je me souciais de savoir si mes jambes me tiendraient. Je me souciais de savoir si mes os se casseraient. Je me souciais de savoir si on me trouverait. Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que la honte est une voleuse. Elle vole les années où ton corps fonctionne encore, et puis elle te laisse avec des regrets quand tu es plus âgé et que tu donnerais n'importe quoi pour aller nager à nouveau sans peur. Alors maintenant, je porte ce qui est confortable. Je me garde propre et soignée parce que j'aime ça. Mais j'ai fini de jouer la jeunesse pour des inconnus. La quatrième chose dont j'ai arrêté de me soucier, c'est de suivre. Les infos, les applis, le cycle constant d'indignation. La pression d'avoir une opinion sur tout à la minute où ça arrive. Je pensais que rester informé était une obligation morale. Et peut-être qu'il y a une part de vérité là-dedans. Mais il y a aussi une différence entre être informé et être constamment agité. J'ai remarqué quelque chose vers la fin de mes 70 ans. Plus je regardais les infos, moins j'avais de paix. Mon esprit se sentait encombré. Ma poitrine se sentait serrée. Tout semblait urgent. Puis j'ai vieilli et j'ai réalisé que le monde continuera à faire du bruit que j'écoute ou non. Les disputes changent chaque semaine. La panique change chaque jour. Et mon système nerveux n'est plus fait pour porter tout ça. Alors je choisis quelque chose qui compte vraiment pour moi. Je fais le point. Et je me retire du reste. Et ma vie est meilleure grâce à ça. La cinquième chose dont j'ai arrêté de me soucier, ce sont les vieilles rancunes. Celle-ci a un goût amer quand je la dis, parce que les rancunes peuvent ressembler à une protection. Elles peuvent ressembler à de la justice. Elles peuvent ressembler à une preuve que ce qui s'est passé comptait. Mais voici le truc. La personne contre qui tu es en colère ne le porte souvent pas. Toi, si.
Tu traînes ce poids pendant qu'elle vit sa vie. J'ai porté des ressentiments pendant des années. Je répétais des conversations dans ma tête qui n'avaient jamais eu lieu. Je me rendais folle encore et encore à propos de quelque chose que quelqu'un avait fait en 1982, comme si je gardais la blessure fraîche exprès. Et puis Vincent est mort, et j'ai appris quelque chose de cruel. Le temps ne récompense pas ta colère. Le temps passe, c'est tout. Et les gens partent, ou ils meurent, ou toi. J'ai vu des familles essayer de réparer des décennies de distance en une seule visite à l'hôpital. J'ai appris plus tard qu'une femme dans ma communauté avait attendu trop longtemps pour se réconcilier avec sa sœur, et au moment où elle a tendu la main, la sœur était déjà partie. Ce n'est pas une histoire pour te faire peur, c'est la réalité. Alors j'ai pardonné, pas parce que tout le monde le méritait, certains ne le méritaient pas. J'ai pardonné parce que je ne voulais pas gaspiller ce qu'il me restait sur un poison qui ne faisait de mal qu'à moi. La 6e chose dont j'ai arrêté de me soucier, ce sont les opinions des gens qui ne vivent pas ma vie. Les voisins, les dames de l'église, les parents éloignés, même parfois, c'est difficile à admettre, mes propres enfants adultes, quand ils parlaient depuis la peur au lieu du respect. Après ma chute, mes enfants ont essayé de me placer à Meadowbrook, tous les 5. Ils ont appelé ça la sécurité. Ils ont appelé ça l'amour. Ils ont dit, juste pour un petit moment, j'y suis allée 30 jours. Je l'ai fait. Parce que j'étais meurtrie et épuisée, et je n'avais pas la force de me battre à ce moment-là. Et c'est là que l'histoire devient lourde. Meadowbrook m'a appris à quelle vitesse la dignité peut s'évaporer quand on te traite comme une tâche. Un planning, un numéro de lit. J'ai entendu des aides parler au-dessus de moi. J'ai vu des gens être ignorés. Je me suis sentie commencer à rétrécir juste pour éviter les problèmes. Attends, ça s'aggrave. Je me suis surprise à dire « désolé » parce que j'avais besoin d'aide pour aller aux toilettes. Désolé, pour avoir besoin d'utiliser mon propre corps. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de me soucier de ce que qui que ce soit pensait de mon entêtement. J'ai arrêté de me soucier si j'avais l'air ingrate. J'ai arrêté de me soucier si David disait que j'étais déraisonnable. Je me souciais de ma vie. Alors je me suis battue pour en sortir. Je suis rentrée chez moi, j'ai rendu ma maison plus sûre, j'ai accepté de l'aide selon mes conditions. Et j'ai arrêté de laisser la peur des autres dicter mes choix. Voici la chose, tes enfants peuvent t'aimer et avoir quand même tort à ton sujet. L'amour n'équivaut pas automatiquement à la sagesse. La 7e chose dont j'ai arrêté de me soucier, c'est d'être productive tout le temps. Celle-ci est profondément liée à notre génération. On a été élevé à croire qu'on devait gagner sa place, gagner le repos, gagner le plaisir, gagner même la gentillesse. Si tu n'étais pas utile, tu n'étais pas en sécurité. Quand Vincent était vivant, j'étais toujours en train de faire, cuisiner, nettoyer, gérer, élever des enfants, tout tenir ensemble. Puis il est mort, et j'ai continué à faire parce que je ne savais pas comment juste être. Je pensais que si je m'arrêtais, je m'effondrerais. Et peut-être que j'avais raison. Peut-être que j'avais besoin du mouvement. Mais après la chute, après Meadowbrook, après toutes ces disputes avec mes enfants, j'ai heurté un mur. Mon corps a ralenti que ça me plaise ou non. Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que le repos n'est pas de la paresse. Le repos fait partie du fait d'être en vie. J'ai dû apprendre à m'asseoir dans une chaise et lire un livre sans culpabilité. J'ai dû apprendre à faire une sieste parce que j'étais fatiguée et pas parce que je l'avais méritée. J'ai dû apprendre que ma valeur ne se mesure pas à la production. Tu n'es pas une machine. Je ne suis pas une machine. Nous sommes des êtres humains.
et être en vie suffit. Maintenant, je vais te dire ce qui relie les 7, parce qu'il y a un fil conducteur. Chacune de ces choses dont j'ai arrêté de me soucier siphonnait de l'énergie des parties de la vie qui comptent réellement, la paix, l'amour, l'attention, la dignité. Et si tu penses, eh bien, Laura, je ne sais pas comment arrêter de me soucier, je vais te dire quelque chose de pratique. Je ne me suis pas arrêtée en un jour. Je me suis arrêtée par moments. Je me suis arrêtée par de petits choix. Je me suis arrêtée en remarquant quand j'étais sur le point de me disputer, sur le point d'expliquer, sur le point de m'excuser d'exister, et ensuite en choisissant une réponse différente. Après ma chute, j'ai commencé à écrire ces choix, de petites règles, de petits rappels, pas pour impressionner qui que ce soit, juste pour survivre seule sans me perdre. Je n'avais pas prévu de les partager. Je ne le savais pas sur le moment, mais ma petite fille Claire a trouvé mes notes et m'a dit que d'autres femmes en avaient besoin. Elle m'a aidé à le mettre en ligne. Elle l'a appelé le guide définitif de la liberté. Je trouve ça encore étrange, honnêtement. Mais je te le dis parce que ces notes sont nées de l'épuisement exact dont je te parle aujourd'hui. Et maintenant on est à la fin, et j'ai besoin d'être honnête avec toi encore. David m'a appelé cette semaine et a dit « Maman, retire ce livre, les gens parlent, tu embarrasses la famille. » Et je suis restée assise ici à cette table et je l'ai envisagé. J'ai 83 ans. Je n'essaie pas d'être célèbre, je n'essaie pas de créer des problèmes. Je suis gênée de vendre quelque chose. Je le suis vraiment. Mais je continue d'entendre des femmes qui disent « Je pensais que j'étais oubliée et inutile » ou « Mes enfants me mettent la pression » ou « J'ai peur d'un établissement ». Et elles me disent que mes mots les ont aidées à se tenir plus droites. Alors je vais dire ça simplement. Le lien vers le guide définitif de la liberté est dans le commentaire épinglé. Je pourrais bientôt le retirer parce que je perds mon courage et parce que mon fils continue de me pousser. Alors si quelque chose que j'ai dit aujourd'hui t'a touché, clique dessus maintenant. N'attends pas. Et si tu veux te tenir avec moi, laisse un like. Ça me dit de continuer à parler quand il serait plus facile de me taire et de garder la paix. Je lis chaque commentaire que tu laisses, chacun, absolument. Dis-moi de quoi tu as arrêté de te soucier ou ce que tu veux déposer mais que tu ne peux pas encore. Je suis là. Abonne-toi si tu veux continuer à parler. Chaque semaine, je m'assois à cette table et je te dis la vérité, parce que nous n'avons pas l'éternité. Et je refuse de passer ce qu'il me reste de ma vie à me soucier des mauvaises choses.